Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Comme l'année passée, Marina, on participe au Podcaston. Oui, Peggy, c'est un chouette projet. C'est en fait l'occasion de mettre une association à l'honneur. L'année dernière, on l'avait fait avec Parrain Ami. Et cette année-ci, on a choisi d'inviter Bertrand Jardon. Pour l'association Parents d'enfants victimes de la route, PEVR, avec son pendant néerlandophone, OVK. Mais on va se concentrer sur la partie francophone avec Bertrand Jardon. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Bertrand. Merci. Bertrand, donc on va te présenter. Tu es membre et président donc, de cette association et tu es papa de 4 enfants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, comme le disait Marina, c'est l'occasion de mettre l'association en lumière à travers le podcast de Virage, des pistes pour avancer autrement. Vous faites ça au quotidien aussi, hein, on va en parler, des pistes pour avancer autrement. Ça vous parle ? Mais oui, ça me parle et ça nous parle puisque c'est une des missions, bien sûr, de l'association Parents d'enfants victimes de la route, c'est que on n'efface pas le passé, mais on doit construire tous les jours l'avenir. En quelques mots, PEVR, qu'est-ce que c'est ? Derrière ces lettres, il y a parfois une appellation qui fait un peu peur, parents d'enfants victimes de la route. C'est vrai que c'est interpellant directement, ça le mérite aussi de bien dire clairement ce qui nous réunit. Moi, je suis arrivé dans l'association parce que suite aux événements que nous avons vécus, notre fils Maxime, 23 ans, a été victime d'un accident de la route alors qu'il était passager arrière. Et bien évidemment, ce traumatisme bouleverse complètement, intégralement. Et à ce moment-là, que fait-on pour avancer ? Eh bien, je pense qu'une des solutions, des choses qui existent, c'est de pouvoir se retrouver dans un premier temps entre pairs pour partager, parce que c'est important d'avoir en face de soi et avec soi, à un certain moment en tout cas, des gens qui ont un passé commun, vécu commun, et de reconstruire à partir de là de nouvelles étapes, parce qu'il faut avancer pour tous les autres qui sont encore là. L'une des missions donc de cette association, c'est le soutien aux parents qui ont vécu ce traumatisme de perdre un enfant dans ces conditions. Oui, tout à fait, c'est une des 3 grandes missions, je vais dire pour résumer, c'est effectivement le soutien des familles. Avec le soutien des familles, il y a aussi des missions qui sont alors au-delà de l'intérieur, je dirais, vers l'extérieur, à savoir d'accompagner aussi tous ceux qui sont autour de nous concernés par ce qui est l'encadrement du deuil. Et d'autre part, en 3e lieu, une très grande mission aussi, c'est tout ce qui est et ce qui concerne la sécurité routière, ou combattre l'insécurité routière, on peut le dire évidemment d'une autre façon aussi. Il y a toutes les campagnes de sécurité auxquelles nous participons, comme nous l'avons fait avec la police fédérale, avec l'Institut VIAS, par exemple, où nos membres expliquent ce qui leur est arrivé et surtout ce à quoi il faut veiller. Je pense évidemment très rapidement à la campagne BOP, que nous connaissons tous, et il y a aussi la campagne non-BOP, qui était on aimerait dire en thérapie à 180 degrés de la première, puisqu'on donnait cette fois-ci aux contrevenants un porte-clés avec le prénom d'un enfant qui était décédé. Donc voilà, ça c'est la campagne non-BOB, mais il y avait aussi, par exemple, Blank Meters qui expliquait combien de centaines de mètres on roulait pareil, presque en aveugle lorsqu'on consultait son téléphone ou que l'on faisait un message au volant. Donc c'était quelque chose d'assez saisissant puisque ça correspondait en fait à rouler les yeux fermés.
Voilà. Des actions visibles pour pouvoir vraiment interpeller les personnes qui sont sur la route. Il y a ces panneaux Save aussi qui sont à votre initiative, ces panneaux blancs avec des croix jaunes. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là on est dans une double visibilité puisqu'il y a la conjonction de deux choses. Celui d'être là où il y a eu l'accident fatal, c'est évidemment un deuxième lieu de commémoration, je dirais. Et peuvent se recueillir là, tous ceux qui le veulent. Mais c'est aussi un avertissement aux automobilistes de dire là il s'est passé quelque chose de grave, c'est un endroit où il faut être attentif. Et souvent arrive alors le questionnement, tiens mais au fond, se disent les automobilistes, comment on le fait nous-mêmes, mais comment est-ce possible qu'il y ait eu un tel accident à tel endroit? Ça éveille évidemment toute la concentration nécessaire et aussi le travail d'anticipation. Mais ça éveille l'émotion, en fait, c'est ça. Et c'est là que vous avez... Et se rejoignent deux choses, évidemment. C'est la visibilité et, oui, je dirais, tout ce qui sont du domaine du deuil, parce que c'est quelque chose d'invisible. Et là, on est effectivement dans un travail d'une autre dimension. Oui. À travers ces actions, il faut beaucoup de discussions avec les institutions, avec le politique, faire bouger les choses comme ça, depuis le terrain. Oui. C'est facile ? Alors, facile, rien ne l'est. Mais en tout cas, ce sont des marches à franchir à chaque fois. Je pense par exemple, tout dernièrement, il y a quelques jours, nous avons été invités à un colloque de All for Zero, comme le dit le slogan, c'est combat pour zéro tué sur la route en 2050, en franchissant évidemment des étapes et des objectifs. Si c'est possible, ça c'est évidemment le slogan, mais enfin on va dire que c'est l'expression d'un possible qu'on voudrait atteindre. Mais c'est tendre vers, donc c'est bien. C'est tendre vers. Eh bien, dans ce colloque, nous avions les 4 ministres responsables de la mobilité, puisque nous avons beaucoup d'encadrement politique. En Belgique, il y a les régions, bien sûr, il y a la sécurité, la mobilité, et la ministre de l'Intérieur qui était là aussi. Et donc, eh bien, nous avons milité pour des actions concrètes, parce qu'on se demande parfois, ce n'était pas le thème lui-même, mais on se demande parfois si notre code de la route est-il finalement bien adapté? Est-il trop light? Est-il bien contrôlé? Qu'est-ce qui justifie de tels comportements sur la route de la part des conducteurs? Parfois, il y a des choses qui sont étonnantes. Qu'est-ce qui se passe en nous pour observer cette, au fond, thématique de la désobéissance ou de la transgression, qui est quand même très, très intéressante dans nos comportements. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des études ethnologiques et archéologiques ou anthropologiques, mais quand même, qu'est-ce qui explique parfois que quand l'être humain rentre avec une espèce de puissance dans les mains et sur le pied de l'accélérateur, pourquoi est-ce que parfois ça dégénère? C'est très intéressant. Nous cherchons toujours les réponses, évidemment, mais on a certainement mis quelques pistes que nous défendons au niveau du code de la route. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous auriez aimé entreprendre ou vous avez essayé d'entreprendre et puis on vous a mis des bâtons dans les roues? Je pense qu'on ne met pas des bâtons dans les roues de manière, on va dire, tout à fait objective et de manière très claire. Je crois qu'on est dans un système très complexe. Il y a tellement... il y a d'abord la banalisation, c'est quelque chose qui... Prendre un vélo, prendre une trottinette, prendre une voiture, c'est quelque chose de tout à fait banal après le premier apprentissage. Et donc, on est face à une banalisation, je pense, de ce que c'est que conduire un véhicule. Et en même temps, on est dans un système où il faut franchir le politique, les intérêts des entreprises. Je crois que c'est très complexe. Et en même temps, c'est un très très bon défi. Mais je ne crois pas qu'il y ait des obstacles volontairement posés. Mais on est dans un système, et un système où il y a plusieurs pièces est évidemment toujours plus lourd.
On a pas mal parlé du volet prévention de votre mission. Si on peut revenir maintenant au soutien des familles, il y a des centaines de familles endeuillées qui font partie de cette association. Et ça aussi, ça fait partie de votre travail quotidien, de les soutenir, de les accompagner, de les écouter, de pleurer avec eux. Oui, mais pour reprendre votre dernière partie, je trouve que c'est très intéressant. Il faut savoir pleurer, c'est vrai. Il faut savoir le faire sans gêne parce que c'est une émotion qui doit s'exprimer et qui ne doit pas rester enfermée. Et en même temps, je dis souvent à nos interlocuteurs, vous savez, dans notre association, on ne fait pas que pleurer. On peut rire on aussi. Peut rire aussi. Heureusement. Voilà. Et je crois que c'est important. Et alors là, ça fait un rééquilibrage. Je sens un soulagement parce qu'on est moins mal à l'aise et puis mais c'est la vie, on doit rester debout, on doit rester un homme et un parent debout, puisqu'ici on est dans le contexte de lien de parents. On peut encore rire, bien sûr, et on peut le faire sans être culpabilisé de quoi que ce soit. On est là ensemble et c'est ça tout le sens du soutien, c'est être naturel. En sachant parler évidemment avec des pères qui ont vécu quelque chose de similaire, pour pouvoir en parler avec d'autres, hors même de l'association, parce que la vie continue. Oui, parce que c'est finalement un peu ça la force, justement. C'est de pouvoir montrer qu'on peut rire aussi, Oui. qu'on peut rire encore, qu'on peut de nouveau rire, parce que l'impression que ça me donne, c'est que quand même, le fait d'avoir des pères qui ont vécu la même chose avant et qui peuvent montrer qu'ils ont pu remonter, comme tu le disais, tenir comme un homme. Voilà, je pense que c'est aussi ça une des missions, quoi, c'est de partager cette possibilité de remonter, justement, de pouvoir de nouveau rire, alors que ça peut paraître à un moment donné plus jamais possible. Peut-être. Ça peut le paraître, effectivement. Oui. Et je pense à deux auteurs, si vous me permettez, parce qu'ils nous aident aussi à tenir debout. Ouais. Je pense à Charles Pépin, qui d'un côté dit il faut vivre avec notre passé pour avancer. La mémoire, au fond, c'est une tâche qui nous invite à en faire, comme on le fait dans les entretiens thérapeutiques. Quelle tâche faut-il faire? C'est celle, je crois, d'un affranchissement vis-à-vis du passé, mais pas de l'effacement. C'est quand même c'est pas la même chose. Je crois qu'on ne peut pas effacer d'ailleurs. Mais on doit s'affranchir de nos peurs, parce qu'après un accident comme ça, on a peur. Il faut s'affranchir de nos craintes, parfois de la honte, ou de la culpabilité, ou de la responsabilité, enfin plein de choses avec lesquelles nous vivons, toutes ces émotions. Il faut s'affranchir de tout ça. Et puis, la deuxième tâche complémentaire, c'est d'avancer vers l'avenir et de construire. Et je ferai une deuxième allusion plus littéraire ou philosophique, c'est celle de les œuvres de Claire Marin, qui, dans deux ouvrages, le premier c'est Rupture, qui dit bien ce que c'est, il y a 1000 ruptures, et qui dans un autre dit, mais par où recommencer? Alors je crois qu'on est dans les deux, il y a une rupture, et il faut, comment est-ce qu'on va recommencer à vivre? Et ça, ce sont les 2-3 tâches, comme on aime bien le développer et le pratiquer, je trouve que c'est vraiment pertinent dans les entretiens de thérapie brève, de Palo Alto. Mais je crois qu'on est là au cœur de la mission d'une association qui est dans le collectif, alors que là, on est dans le rapport individuel, bien sûr. Voilà. Alors peut-être concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Parents d'enfants victimes de la route, qui souhaiteraient vous contacter, participer aux actions que vous organisez, quels sont les rendez-vous? Quel est l'agenda annuel, si je peux dire ça comme ça? Le contact, c'est Parents d'enfants victimes de la route à Bruxelles. Il y a un site, il y a des informations, il y a des personnes à contacter. Nous sommes une organisation professionnelle, donc nous sommes des parents engagés. On est dans une forme de volontariat, évidemment, mais on est entouré d'experts. On est entouré d'experts de la sécurité routière, avec qui on est en étroite collaboration, évidemment, et on est aussi entouré de
de personnes, de psychologues qui font la coordination avec les familles. Et nous avons, pour le sud du pays, un conseil wallon, comme on l'appelle, avec des parents qui sont répartis sur l'ensemble de Bruxelles et de la Wallonie, de même en Flandre. Nous organisons aussi des activités très concrètes, mensuelles, où ce sont des promenades, parfois en été, avec une visite culturelle, et un goûter qui est organisé, ou des visites plus culturelles et d'intérieur, comme nous l'avions fait récemment aux cristalleries du Val-Saint-Lambert à Serein. On organise un ensemble d'activités mensuelles, bien entendu, avec en plus, bien sûr, toutes ces recherches plus, on va dire, thérapeutiques, des groupes de parole sont organisés aussi, et bien sûr, il y a un ensemble, il y a un agenda qui est au service des membres qui nous rejoignent. Et des non-membres ? Et des non-membres aussi, parce que nous avons parfois, on va dire, des nouvelles familles, mais qui finalement ne sont pas vraiment non-membres, mais qui le deviennent, au fond, hein, les familles recomposées. Je trouve qu'il y a un terme en néerlandais qui, vous allez peut-être me le confirmer, qui je trouve est très parlant, pour dire belle-mère ou beau-père. Il y a le plus mama ou plus papa, qui est assez, je trouve que voilà, oui, quelque chose de terriblement positif. Oui, les familles aujourd'hui sont composées autrement, et donc on n'est pas directement membre, mais on l'est aussi, et bien sûr on accueille parfois aussi les amis des familles, même s'il n'y a pas un lien direct. Merci beaucoup, en tout cas Bertrand. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux, pour terminer, faire passer à nos auditeurs ? Oui, c'est à la fois le plus intéressant et le plus difficile, c'est l'esprit de synthèse final. Je reprends l'idée que on ne doit pas, on peut peut-être pas effacer ce qui est arrivé, mais que on doit se libérer vraiment de ce qui est arrivé, pour que nous-mêmes, en tant que ce qu'on appelle victimes secondaires, et tous les autres, eh bien, que nous continuions à vivre et à prendre le plus positif de ce qu'il y a dans la vie, parce que voilà, on doit rester, j'aime bien cette image d'une pièce de théâtre qui s'appelait « Un homme debout ». Je crois que nous devons tous être un être debout tout le temps et jusqu'au bout. Merci Bertrand pour ce message d'espoir pour terminer. Super, merci à vous. Moi, j'avais envie juste de rajouter, parce que aussi dans un esprit de synthèse, moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que prendre un véhicule, en fait, c'est pas un acte banal et qu'on le banalise. Enfin, c'est une autre part de ce que tu as apporté, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça touche aussi tout le monde, même si on n'a jamais vécu. Parce que justement, quand on n'a pas vécu de près un drame comme celui-là, finalement, voilà, on n'a pas la mesure, et je trouve que c'est important de le rappeler, de la responsabilité qu'on a quand on prend un véhicule. Parce que je trouve qu'on l'oublie. On rentre vraiment dans le fait qu'on est tout le temps affairé à de multiples tâches. Oui, c'est ça. Et qu'on n'est pas du tout dans la pensée imminente de ce qu'on fait. On est déjà dans la tâche suivante, dans la préoccupation. Exactement. On fait 1000 choses, et notre cerveau, là, à un certain moment, on ne se rend plus compte oui, c'est ça. de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire, parce qu'il y a la multiplicité de toutes les tâches, et je crois que là, encore une fois, on dit souvent, c'est monotâche, et c'est peut-être la chose qu'on devrait suivre en priorité. Je pilote un engin, ou je suis piéton, mais je fais aussi une chose à la fois. Voilà. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, puisque c'est votre rendez-vous du mercredi, un nouvel épisode dès 6h30 du matin.